Jean-Paul Léonard, vous êtes candidat sur la 3e circonscription du Bas-Rhin, vous êtes aux législatives, sous l'étiquette donc UDF pour le Bas-Rhin. Oui. Quel est le sens de votre candidature? Le sens de ma candidature, c'est d'apporter premièrement un choix, de nouveau un choix aux électeurs pour qu'ils n'ont pas besoin de voter droite-gauche ou des extrêmes. Je pense que ça, là réside le point essentiel de ma candidature et de nos candidatures, parce que nous sommes dans le Bas-Rhin à deux tout à fait déclarés, donc UDF, hein, et il y a quelques autres candidats qu'on soutient, qu'on leur donne des éléments de réponse à certaines questions et qui, a priori, au niveau des cantonales l'année dernière, les ont très bien utilisés. Donc voilà, c'est une candidature, vraiment une nouvelle candidature, si on peut dire ça comme ça, d'un nouveau choix. Et ça, c'est le plus important pour que les gens puissent se retrouver de nouveau d'une façon libre et indépendante au milieu politique, quoi. D'accord. Comment vous envisagez votre rôle de futur député? Alors, mon rôle de futur député, c'est très simple. Je dirais même pas ça comme ça. Je ferai une lettre aux candidats, 2 ou 3, peut-être quand même pas une lettre à moi-même parce que je la connaîtrai avant. Donc, je ferai une lettre avec des propositions et je demanderai que ces propositions soient validées par eux et surtout soient portées après à l'Assemblée nationale. Parce que ce serait trop facile de dire à Jean-Paul, mais nous sommes tout à fait d'accord avec toi, tu es le plus gentil. Ça, c'est vrai que c'est une formule, je dirais. Et ma formule, elle va plus loin. C'est ce que j'avais fait avec les 2 candidats à l'élection présidentielle, M. Sarkozy et M. Hollande. J'aurais envoyé un papier dans lequel j'ai dit voilà, je pense et je souhaiterais qu'il y a ça et ça qui se fasse. Et d'ailleurs que je reprends, bien sûr, dans ma profession de foi, y compris le moratoire par exemple sur l'immigration, etc., de 2 ans. Donc ça, c'est des points forts que personne n'a évoqués parce que tout le monde s'en entretenu depuis des mois et des années. Et donc il y a des points forts comme ça où je demanderai qu'ils présentent nos propositions à l'Assemblée nationale, qui disent pas tout simplement t'es gentil, t'es beau, mais qu'ils l'actent après pour que nos propositions et nos projets prennent corps et puis soient discutés à l'Assemblée nationale. On a vu pendant la dernière campagne présidentielle l'Europe, le retour de l'Europe bouc-émissaire qui était responsable de tous les maux. Bon, quand ça va mal, c'est sur la faute de l'Europe, et quand ça va bien, c'est la faute de la nation. C'est grâce à la nation. Quel est votre point de vue sur l'Europe? Quelle est votre vision de l'Europe? C'est toujours comme ça. Vous savez bien qu'on cherche toujours, même à titre personnel, souvent on accuse l'autre parce qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités. Moi, je pense tout simplement que l'Europe, comme je dis si bien, est un mal nécessaire. Mais ce mal, on peut le guérir. Un docteur, quand on va chez lui, on dit écoutez, j'ai mal au dos, il dit bon, je te donne un petit peu quelque chose, et puis etc. Donc ce mal, il faut le guérir. Mais il faut mettre, je crois, l'Europe dans une situation de choc. Cette Europe qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas celle qu'on voulait. C'est pas celle qui nous apporte la sécurité et le bien-être. Donc, quitte à choquer nos 26 autres partenaires, il va falloir que la France prenne des initiatives choc, pour qu'ils voient que ça ne peut pas continuer comme ça et que maintenant on ne peut pas sacrifier les nations ou la nation, la France, qui serait, d'ailleurs je le dis si bien, victime de l'Europe. Ça, il faut que ça cesse. Il faut donc qu'on rétablisse certains droits de douane, etc. Donc là, j'ai tout un arsenal de réformes qu'il faut opérer. Il faut donner la place au Parlement, parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même les commissaires, les commissions, les machins, les technocrates qui dirigent tout ça, alors que ça devrait être l'inverse, c'est l'Assemblée parlementaire qui devrait solliciter les autres instances pour leur fournir, je dirais, les données des problèmes. Or, c'est tout juste l'inverse, et puis le lobbying fait son œuvre aussi. Les Français ont dit non au traité constitutionnel qui donnait plus de pouvoir au Parlement, donc en même temps, oui, c'est qu'une logique. Hein. Oui, non, mais, bien sûr, non, mais nous sommes d'accord qu'il y a un péché des 2 côtés. Mais maintenant, il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer non plus à s'accuser mutuellement. Après le mini-traité est passé derrière le dos du peuple, hein, donc on n'a pas trop d'excuses à formuler ou à avoir et à faire. Mais une chose est certaine, c'est que l'Europe, il faut la revisiter de fond en comble. Et ensuite, il faut que cette Europe, je dirais, prenne sa place dans le monde. Parce que le problème, il est là. Là aussi, l'Europe va maintenant, je dirais, dans toutes
des choses qui touchent au monde économique, etc. En plus générer de la paix, parce qu'on est dans un monde de turbulence, on ne sait pas où ça s'arrête, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand tout ça s'arrête. Donc là, il faut que l'Europe parle d'une seule voix et qu'on impose nos façons de voir au reste du monde. Là, je suis un peu prétentieux, mais c'est pour ça que je suis européen, parce que je pense que la France toute seule, ou l'Allemagne toute seule, etc., n'ont pas cette force d'imposer au monde entier la loi. Donc il faut quelque part qu'on s'unisse vraiment très vite et puis qu'on frappe sur la table mondiale. Quel est votre point de vue sur le classement en réserve naturelle de la forêt de la Robertso? Ah, ben alors moi je suis tout à fait... la forêt de la Robertso n'est pas... tout juste géographiquement le seul site qu'il faut, je dirais, protéger et puis bijonner. Parce que nous avons tout au long du Rhin des endroits qui sont, je dirais, même tropicaux, où il y a des plantes tropicales, etc. Donc moi, ça fait longtemps que je dis il faut protéger tout ça, il faut quelque part amener aussi un petit peu de contribution pour générer la régénération des plantes, etc., etc. Donc moi, je suis absolument pour qu'on fasse de ces sites un lieu vraiment, je dirais, adorable, quoi. Le port au pétrole est au cœur de deux agglomérations qui se développent. Êtes-vous favorable à son transfert? Alors oui, parce que pour une chose très simple, c'est vrai qu'on avait du bâti, logement, maisons individuelles, etc., dans beaucoup de zones qui sont devenues après des zones industrielles et en plus des industries à risque. Donc moi je dis oui, il faut quelque part l'enlever de la proximité des logements et des habitations, il faut quelque part revisiter tout ça. Pas dans la hâte et la précipitation. Là, pour une fois, il faudra prendre son temps et l'implanter quelque part où il est vraiment à sa place. Là où il est, c'est, je pense, pas la place. Donc, j'ai pensé des fois à Reichstätt, parce qu'on ferme la raffinerie, on va certainement la démonter. Drusenheim Eierlisheim a été déjà démonté, et puis on ne sait pas trop, enfin, je ne vois pas trop tout ce qu'on va faire de ce terrain là-bas, etc. Donc il y a des sites qu'il faut bien sûr analyser, revoir, et puis à la limite le réimplanter aussi le long du Rhin, c'est évident aussi, parce que c'est une possibilité aussi de déchargement des bateaux, hein, des tankers, etc. Donc ça, il faut le faire tranquillement et pas refaire quelque chose en vitesse pour satisfaire une quelconque mode ou obligation ou je sais pas quoi. Alors une série de questions, êtes-vous favorable, oui, non? Après, si c'est possible. Oui, et après vous répondez comme vous le souhaitez, bien évidemment, mais vous pouvez développer si vous souhaitez. Hein. Oui. Êtes-vous favorable à la restriction du cumul des mandats en nombre et dans le temps? Absolument. Absolument, parce qu'il y a à l'heure actuelle des personnes élues qui en font vraiment un métier et qui sont là depuis 30 ans et qui continuent à être là. Ça sclérose la vie publique, politique, et ça empêche un certain nombre de jeunes, de plus jeunes, à accéder à des fonctions honorifiques et la fonction de l'élu. Donc je pense que là, il faut régénérer le tissu existant. Est-ce que vous êtes favorable à la parité imposée par la loi? La parité homme-femme? Oui. Ah ben monsieur, vous tombez bien. Sur ma profession de foi, nous sommes les seuls grands partis. Allez, appelons que, disons, soyons ambitieux, disons qu'on est un grand parti. Mais c'est vrai que nous n'avons pas participé directement à cette affaire au niveau de la loi de parité, alors que les deux grands partis qui ont participé, le Parti socialiste et le représentant de l'UMP, ont tous les deux, soit l'un il a 2 garçons et l'autre il a 2 filles. Alors il faudra qu'on m'explique pourquoi les gens qui sont des législateurs créent des lois, mais c'est pour les autres et pas pour eux. Franchement, là, il y a un petit problème, quoi. Donc vous êtes favorable? Absolument, absolument. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? Alors ça, c'est une question plutôt compliquée et simple. On peut la résoudre en une simple expression et dire oui, je ne suis pas favorable ou je suis favorable. Moi, je pense que ça rentre dans le cadre global, d'une part, de la médicamentation et d'autre part, dans le problème de toutes les drogues. Donc, moi, je ne suis pas pour enlever un pour le remplacer par un autre. Donc, il va falloir mettre là, en place, je dirais, une réflexion globale, y compris sur la sortie du cannabis ou la sortie d'une drogue dure. Il faut mettre en place, je pense, une réflexion globale et après, on pourra légiférer, on pourra voir de plus près.
Est-ce que vous êtes favorable au mariage homosexuel? Alors là, c'est toute une question. Je dirais que c'est une question qui ne mérite pas d'être légiférée demain matin. Pour une simple raison, c'est que le législateur n'est pas toujours légitimement à sa place, parce qu'on voit bien dans certaines assemblées nationales, ceux qui sont en place et qui ont la majorité à l'Assemblée ont très peu ou moins de voix que l'opposition. C'est-à-dire, avec le découpage électoral, etc., on arrive à passer des députés qui, en définitive, ne représentent qu'un petit noyau d'électeurs au détriment d'autres qui sont certainement, qui ont plus de voix, mais qui n'arrivent pas. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'il faut chercher une légitimité. À l'Assemblée, on verra ce qui va en sortir, parce que je ne peux pas en dire que ce cas de figure existera, mais s'il existe, tant pis ou tant mieux. Donc il faut le corriger. Cette affaire n'est pas une question de loi, c'est une question de société. La France est divisée en deux, on voit bien, hein, les deux blocs sont bien définis, gauche-droite plus ou moins, qui ont des options un peu différentes. Les derniers sondages disent plutôt 65% des Français sont favorables. Hein, donc, voilà, mais je viens au cœur de votre problème. Donc pour moi c'est une question de société. Et je vais vous faire un parallèle. Dans le temps, les filles mères, parce que les filles ont un avantage sur les garçons, les filles mères étaient, je dirais, même chassées des familles, parce qu'il fallait les cacher, etc. Aujourd'hui, après des années, la fille mère a les mêmes droits qu'une dame mariée, etc. Dire ce qui est. Donc, là, c'est pareil, c'est la société qui a évolué par rapport aux problèmes posés. À l'époque, on aurait demandé les filles mères, il faut les chasser ou pas, je ne sais pas ce qui serait sorti. Et enfin, voilà. C'est donc l'ensemble des citoyens qui évoluent petit à petit, et je pense qu'il faut lui laisser le temps dans cette affaire-là, et ne pas bousculer les choses, et le laisser évoluer vers une acceptation, disons, de cœur. Est-ce que si une proposition de loi est déposée et que vous êtes élu député, est-ce que vous la votez, oui ou non? Je demanderai un temps de réflexion. Je demanderai un ajournement de cette affaire. Enfin, non. Oui. Pour l'instant, c'est non. C'est pas non, mais c'est pas oui dans l'immédiat. Il faut laisser mûrir les choses, il faut donner le temps au temps. Est-ce que vous êtes favorable à l'alignement du régime sur le régime général des retraites des députés? Oui, sans problème. Il n'y a pas de raison. C'est d'ailleurs, ça rentre dans la demande de réforme du statut de l'élu. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du travail le dimanche? Alors l'extension du travail du dimanche, je ne suis, pour des raisons, là aussi je vais moduler, parce qu'il y a des professions, hein, comme les boulangers, enfin, comme les pâtissiers, les fleuristes, etc., qui ont de toute façon ouvert le dimanche matin. Je pense que c'est une bonne formule. Mais elle existe déjà, cette formule. Oui, non, mais je pense que celle-là, il faut la garder. Par contre, ouvrir le dimanche les grandes surfaces, etc., là, je m'y oppose, parce que les salariés ont quand même droit, là, je suis tout à fait clair, ont droit à leur repos dominical, et puis on ne peut pas faire du commerce toute l'année, tout le temps, et du matin dans la nuit, etc. Ça, c'est, pour moi, le commerce n'est pas réglementé plus que ça. Une modification de la loi Leonetti sur la fin de vie. Alors, la première observation, c'est que cette loi, elle existe, c'est déjà bien. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Je pense qu'on peut y apporter quelques avenants, quelques améliorations. Elle a l'avantage d'exister. M. Leonetti n'est pas quelqu'un, c'est une personnalité connue. L'améliorer certainement un peu. Et j'ai pensé, parce que bon, ça parle des droits du malade en hospitalisation, comme aussi de la fin de vie du malade, etc. J'ai pensé, le gros problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le monsieur ou la dame n'est plus en capacité de régler lui-même son problème de fin de vie. Alors, je pense qu'à la limite, on pourrait introduire une notion de testament. C'est-à-dire que tant qu'on est encore bien, on rédige quelque part ses souhaits si jamais on serait dans l'incapacité par la suite de discerner les choses. Je crois que c'est un élément qu'il faut approfondir, qu'il faut voir, et puis on parle aussi de l'euthanasie active, etc. Vous savez, il faut des garde-fous, parce que si on libère tout n'importe comment, à n'importe quel moment, il y a le dessus qui revient, le naturel revient au galop, et s'il y aurait une victime, simplement une seule victime
Dans ce cas-là, on se ferait des reproches en disant que la loi n'est pas bonne. Donc, il faut certainement, encore une fois, la retravailler, parce que les choses ont aussi évolué. Et je pense que l'introduction d'une notion de testament serait une bonne chose. Donc vous êtes favorable pour une évolution, mais en douceur? De la loi, en douceur, oui, surtout. Est-ce que on vous êtes... parle quand même de personnes, hein, on ne parle pas d'objets, de marchandises, c'est quand même là un problème. Mais c'est un sujet qui serait également abordé pendant la législature. Mais je suis tout à fait... Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du concordat? Ah ben alors ça c'est vrai. Je dirais que le concordat, nous l'avons eu de haute lutte, parce que l'Alsace a quand même payé très cher son intégration à la France. Donc moi je suis tout à fait contre cette question, je souhaite le maintien du concordat. Est-ce que vous êtes pour l'extension du concordat à toutes les autres religions? Alors ça c'est aussi un problème et une question piège. Si je juge à l'égalité, disons, je dirais oui. Si je juge au partage, parce que là c'est un partage, celui avec lequel on veut partager, il faudrait aussi qu'il fasse un pas en avant et qu'on sait à qui on donne le morceau du gâteau qui lui revient. Or, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ça se soit réglé. Parce qu'il y a des revendications de bénéficier du concordat par diverses fractions idéologiques, spirituelles et autres. Donc, il faut quelque part, là aussi, d'abord un peu nettoyer les choses pour voir quoi, comment, etc. Je ne suis pas opposé à la règle de partage, mais je suis opposé de le donner à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers, aux scrutins locaux, ceux qui payent leurs impôts locaux en France? Alors là aussi, il faut faire une règle de réciprocité. Si moi je vais demain dans un pays que je ne citerai pas et que je peux voter, je dirais à la limite que les ressortissants qui sont peut-être plus nombreux que les Français dans ce pays-là puissent voter au municipal, mais il faut d'abord régler ce problème de réciprocité. Absolument indéniable, parce que moi je peux travailler dans certains pays et je n'aurai jamais droit de vote, au contraire. Donc, on fasse jouer cette réciprocité et puis on verra déjà beaucoup plus clair. Question bonus pour vous. Alors, l'UDF Bas-Rhin, c'est un petit îlot politique dans une mer agitée. Dans une mer agitée. Comment vous comptez espérer, j'allais dire, compter, peser dans le débat Ben, je crois que nous avons fait beaucoup de chemin depuis 2008. D'abord, il fallait reconstruire dans le brouhaha et les oppositions, bien sûr, parce que vous pensez que ce n'était pas une affaire facile. Je me suis même fait taper dessus à mon âge. Donc, je peux vous dire que ce n'était pas une affaire qui était gagnée d'avance au niveau du terrain, je m'entends. Donc, nous sommes un îlot de tranquillité et surtout, disons clair, nous avons une démarche claire pour un centre indépendant, l'UDF telle qu'elle était avant, reconquérir de l'électorat, évidemment, sinon ça ne sert à rien de faire de la politique. Donc nous continuons notre chemin tout à fait sereinement, sans attaquer personne. Et comme je dis souvent, à un certain moment, ceux qui nous aiment nous suivront. Reste à voir combien de temps ça va durer. On n'a pas une éternité, c'est évident. Il y aura en 2014, je l'ai déjà dit, en 2009 et 2010, en 2014, il y aura les élections municipales. Je pense que ça, c'est des élections de proximité. Nous avons des adhérents, nous avons des sympathisants. Nous ferons en sorte qu'il y ait le maximum de listes municipales, hein, dans les villages, dans les petites villes, etc., à Strasbourg, bien sûr. Et puis on verra, à ce moment-là, on pourra dire, voilà, on a tant et tant d'adhérents, de sympathisants, etc. Donc on est en train de construire la route vers 2014. Après le 10 juin et le 17 juin, hein, je vous rassure, on ne va pas tout mélanger. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. Allez-y. Autant en Alsace, tout le monde fait n'importe quoi, tous les centristes sont plus centristes que centristes, etc. Hein, je parle de certains, et si vous prenez le journal de Saverne d'avant-hier, vous avez une image de ce que ça donne. Dans le reste du pays,
Il y a des endroits où c'est moins agité que ça, et on arrive déjà à avoir, je dirais, des sympathisants et des adhérents dans ce sens de l'UDF historique, comme ils disent maintenant. Donc, j'ai de l'espoir que ça se reconstruira sans les mentors d'aujourd'hui, hein, qui ont divisé plutôt que de rassembler, Nouveau Centre, Jean Arthuis, pour ne pas le citer, etc. Donc, j'ai de l'espoir que ça se reconstruira avec le temps. Là, je reviens de nouveau à cette formule, il faut laisser le temps au temps. Quel score vous espérez avoir le soir de premier tour? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme score? Ce que j'aimerais avoir comme score. Vous avez posé cette question à tout le monde? À tout le monde. Ben, tout le monde de gagner. Pas tous. Ben, je souhaiterais être au deuxième tour, c'est évident. On représente quand même une ligne, je dirais, d'avenir. Hein. On n'est pas là pour faire de la figuration. Donc, j'appelle les électeurs, les électrices et les électeurs à voter pour nous dans tous les cas où il y a un UDF qui se présente. C'est un choix qu'ils n'ont plus besoin de voter droite-gauche, etc. C'est un choix, je pense, utile et un choix adroit. Mais écoutez, merci de nous avoir consacré un peu de temps et on vous souhaite une belle campagne. C'est moi qui vous remercie.